On se retrouve pour le bilan mensuel du mois de juillet. Donc c'est parti, on y va. Je vais essayer de ne pas traîner trop longtemps sur toutes mes statistiques comme vous me l'avez demandé. Je vais essayer de ne pas traîner de manière générale trop longtemps parce que tous les livres dont je vais parler ici, j'en ai parlé en vlog, j'en ai parlé ou je vais en parler en bilan. Je pense quand même que dans l'ensemble, si vous me suivez un peu, vous aurez tous les tenants et aboutissants. Et si vous découvrez ma chaîne, vous pourrez retrouver dans ma playlist vlog de juillet tous les livres et vous pourrez vous pencher sur ceux qui vous intéressent ou pas en fonction de vos envies. Donc voilà, on va essayer d'être assez concise pour que ça ne dure pas 3h30. Nous allons donc commencer avec mes statistiques. Au mois de juillet, j'ai lu 32 livres, ce qui est énorme, mais en fait, j'ai lu exactement autant de graphiques que de romans. C'est très bien, ça fait bouger ma palle, ça brasse aussi, ça me permet d'avancer des sagas de manga, d'en découvrir de nouvelles. J'ai presque terminé, enfin en tout cas je suis presque à jour de Spy Family. J'aurais bien aimé être à jour de Frieren, mais vu que le tome, la sortie du tome qui devait arriver en septembre a été repoussée, je repousse un petit peu ma lecture de ce tome de Frieren, mais soit, toujours est-il que je suis très contente de ça. J'ai lu pas mal de livres qui n'étaient pas dans ma palle dans ces mangas puisque j'ai commencer une saga que mon frère lit. Du coup, dans les livres hors palle, j'en ai lu 7, en sachant que dans ces 7, il y en a 5 qui sont des mangas de mon frère, donc 2 romans qui n'étaient pas dans ma palle, qui étaient sur ma liseuse, que j'avais prévu lire de toute façon, mais qui n'étaient pas officiellement dans ma palle, ce qui veut dire que l'un dans l'autre, c'est pas trop mal, la palle a quand même pas mal baissé. J'ai lu sur les 16 romans, 14 romans écrits par des femmes. Les 2 seuls hommes que j'ai lus, c'était Jean-Philippe Jaworski et Stephen King, donc j'ai lu que des romans écrits par des femmes quasiment exclusivement, très spontanément, très naturellement, et j'en suis absolument ravie. Pour les mangas, je n'ai pas vérifié si c'était des mangaka femmes ou hommes qui avaient dessiné les mangas, je ne m'en rappelle plus. Voilà, c'est pas très grave, mais c'est très souvent des hommes. En fait, les mangas, c'est assez rare. Il y a très peu de mangaka femmes, donc c'est malheureux. Je crois que le seul manga que je lis dessiné par une femme, c'est l'Atelier des sorciers. Soit. En termes de livres francophones, j'ai lu 5 livres sur 16 romans francophones. Je précise sur 16 parce que les mangas, évidemment, sont tous soit japonais, soit chinois. Je crois pas que j'en ai lu de coréen. Je crois pas avoir lu de manhwa coréen. J'ai lu pas mal de livres en traduction et de livres en VO d'ailleurs aussi le mois passé. En termes de maisons indépendantes, j'ai lu 3 livres écrits par des maisons d'édition indépendante, ce qui n'est pas énorme, mais août devrait rattraper puisqu'en août je compte bien lire tous les livres de la sortie littéraire que j'ai reçus en service de presse et la plupart sont des livres qui vont sortir dans des maisons d'édition indépendantes, donc normalement je devrais rattraper ça tranquillement sur août et c'est ce que j'espère et c'est ce que je compte faire parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien rééquilibrer qui est un petit peu déséquilibré ces derniers temps. En termes de livres en anglais, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que je veux lire 2 livres en anglais par mois. Il y a 2 mois où je ne l'ai pas fait, donc j'étais à 4 livres de retard plus les 2 de juillet. J'en ai lu 3, ce qui veut dire que j'en ai 3 à reporter en août. Donc en août, il faudrait que j'en lise 5. Je vais essayer d'en lire 4, ça serait déjà génial. Et puis je vais essayer de rattraper ce retard tranquillement sur les mois à venir. C'est vraiment un défi très personnel. C'est pas un défi pour lequel je me fous la pression, c'est une véritable volonté de ma part. J'ai envie de lire des livres en VO. Donc je vais essayer d'en lire 4 ce mois-ci. J'en ai déjà un en cours et il y en a d'autres que j'ai prévus dans ma palle du Get Out Challenge. Donc nous verrons bien ce que j'arrive à faire ou pas. Ça va dépendre aussi de mon niveau d'occupation. C'est pas toujours évident, mais on va essayer. Au mois de juillet, j'ai lu une seule relique. C'était Gods of Men que j'avais reçu en cadeau de la part de Marion en mai. C'est la seule relique. Tous les autres, c'est des livres que j'ai reçus, achetés récemment. À part Spy Family 3, que j'avais depuis un certain temps, mais pas si longtemps non plus, depuis avril je crois. Donc vraiment, j'ai pas beaucoup lu de reliques. J'aimerais bien aussi un petit peu bouger cette statistique, parce que ça m'embête un petit peu. Je n'ai pas abandonné de livres en juillet, c'est pas passé loin pour certains, mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai fait 9 lectures communes, donc sur 16 romans, parce que je fais pas de lecture commune de graphique, en tout cas ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent, ce qui est, encore une fois, quand même un chiffre qui est assez important. Du coup, pour le petit bilan concernant ma palle, j'ai 27 livres qui sont arrivés et ma palle est restée stable puisque, comme le mois précédent, je suis à 165 livres dans ma palle. Pourquoi ? Bien que l'équilibre soit pas exactement le bon, parce que j'ai des livres en cours, donc ils sont plus officiellement dans ma palle vu qu'ils sont entamés, mais ils sont pas non plus lus encore. C'est pour ça que j'ai stabilisé ce chiffre à 165.
Mais ça me va. Si je pouvais baisser un petit peu, ça serait cool, mais on verra comment va se passer le mois d'août. Je sais pas trop, j'ai fait une énorme page, je sais pas ce que j'arriverai à lire ou pas. Nous verrons bien. Écoutez, on en reparlera. Nous allons maintenant passer à mon bilan top, flop, surprise et déception. Nous allons tout de suite attaquer avec mes tops. Sans grande surprise, je mets ici le tome 4 de Pierre d'Angle que j'ai lu début juillet, que j'ai adoré. Excellente conclusion à cette saga. Peut-être un peu rapide sur certaines choses, mais en même temps, dans la dynamique générale, ça fonctionnait très bien. J'ai adoré la saga de bout en bout. J'ai adoré ce 4e tome riche en révélations, riche en action. C'était génial. Vraiment, je ne peux que vous recommander de découvrir cette saga si ça n'est pas fait. Deuxième livre que je place dans mon top de ce mois de juillet, c'est Le Trône de Jasmin de Tasha Suri. Ça n'est pas un coup de cœur absolu, mais je pense que la saga a le potentiel pour devenir une saga coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, j'ai trouvé que c'était excellent. J'ai adoré être déjà dans une mythologie différente de mythologie, de contes, de légendes occidentaux. J'ai beaucoup aimé les personnages qui ne sont pas forcément les personnages les plus attachants du monde, qui vous font pas forcément ressentir beaucoup d'émotions, etc. Mais j'ai adoré leur manière d'être, leur évolution. Moi, j'ai trouvé personnellement que la romance était crédible et fonctionnait bien. C'est pas le cas de tout le monde et je peux le comprendre, mais pour moi ça fonctionnait bien. J'ai beaucoup aimé tout ce qui se passait. J'ai trouvé que c'était un tome 1 qui avançait beaucoup, en fait c'était assez génial. Vraiment, à la fin de ce tome 1, il y a une espèce d'arc qui se termine et on va vers autre chose et ça j'adore. J'espère que le deuxième tome sera de même qualité. Le problème avec le deuxième tome, c'est qu'il n'est sorti qu'en grand format, qu'il coûte très cher et que je n'ai aucune intention de lâcher plus de 30 € pour un livre que je trouve absolument hideux. Je le trouve hideux, c'est pas du tout dans mes goûts, donc je vais attendre de le trouver d'occasion et puis tant pis, c'est pas grave. J'aimerais juste que ça traîne pas trop parce que j'ai peur d'oublier des choses, mais nous verrons bien. Troisième top de ce mois de juillet, c'était le tome 2 du cycle des secrets. Vraiment, c'est à la fois un top et une surprise parce que vous savez peut-être que le premier tome a été un peu en demi-teinte dans la mesure où malheureusement je l'ai écouté en audio et j'étais pas dans le bon état d'esprit pour ça. J'étais pas concentrée, j'étais un peu passée à côté, mais tout en ayant conscience d'être passée à côté et que c'était chouette en fait. Du coup, j'avais demandé ce deuxième tome à la maison d'édition qui me l'a très gentiment envoyé, je l'ai lu et je l'ai adoré, j'ai trouvé que c'était très bon, le rythme est excellent, c'est un deuxième tome qui ne souffre à aucun moment du syndrome du deuxième tome, il se passe plein de choses sont révélées, plein de choses avancent, il y a vraiment une promesse pour le troisième d'explosion de toutes parts. J'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, j'ai beaucoup aimé que les personnages ne soient pas du tout manichéens, qu'il y ait beaucoup de nuances dans la manière d'être des personnages, aussi une certaine évolution. Je trouve aussi que la manière dont les deux royaumes sont dépeints est intéressante parce que aucun des deux n'est parfait. Bref, c'était très bon. Je vous recommande de découvrir le cycle des secrets. C'est pour moi de l'excellente littérature young adult, complexe, intelligente, bien écrite, riche, engagée. C'était excellent. Dernier top de ce mois de juillet, sans grande surprise, c'est l'Étoile du Soir de Siècle Vailban, un très bon jeunesse qui va parler de deuil, d'inspiration indienne. L'autrice à la fin parle d'un voyage qu'elle a effectué en Inde et de la découverte du pays et des montagnes et de la culture indienne et c'était très beau. Alors l'inspiration indienne est intéressante, mais c'est pas creusé. Voilà, ça c'est vraiment un contexte plus qu'autre chose. Même s'il y a, je pense, un certain état d'esprit et une certaine mythologie liée malgré tout à la culture indienne, qui était intéressante, mais pas très creusée. C'est un jeunesse. En revanche, ce qui est très creusé, c'est le deuil et tout ce qui est autour du deuil, de la maladie, de l'amitié, des relations intrafamiliales et de comment un enfant grandit avec les épreuves de la vie. C'était extrêmement beau, c'était extrêmement touchant, émouvant. J'ai fait un vlog où je vous en ai parlé à vif, où j'avais encore les larmes aux yeux tellement ça m'avait touchée et bouleversée. Je vous invite à aller le voir, c'est un des daily vlogs et c'était une lecture incroyable parce que extrêmement belle, extrêmement riche, profonde, sincère et avec vraiment quelque chose de très pur dans ce qui est décrit des émotions, des sentiments. Je pense que c'est un excellent support pour parler du deuil avec des enfants parce que ça va pas édulcorer ce que c'est que la perte de quelqu'un, mais ça peut proposer des pistes pour accepter le départ de quelqu'un, proposer un quelque chose après la mort qui ne soit pas franchement religieux, plutôt quelque chose d'un peu spirituel, mais
pour moi qui rentre pas dans des catégories qui me dérangent. Voilà, on rentre pas dans des croyances, des dogmes, pas du tout quoi. C'est quelque chose de magnifiquement fait. J'ai adoré aussi les développements autour de l'amitié, de la véritable amitié et de l'amitié négative, toxique. C'était très très chouette. Je vous recommande de découvrir l'Étoile du Soir. Nous allons maintenant passer à mes surprises de ce mois de juillet et pareil, il y en a pas mal et encore une fois, je ne vais pas m'étendre. Première très bonne surprise, c'était l'Empire d'écume. Pourquoi très bonne surprise? Parce que j'avais assez peu d'attentes. Malgré tout, j'avais vu pas mal de bons retours, mais j'avais vu aussi des retours qui étaient beaucoup plus mitigés. Emeline, par exemple, a abandonné le deuxième tome, non pas parce qu'elle trouvait ça foncièrement mauvais, mais par manque d'intérêt, et c'est quelque chose qui était pas mal revenu. Donc, j'étais partie en ne m'attendant à pas grand chose, et au final, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne surprise. J'ai trouvé que c'était vraiment... En fait, ce qui m'a le plus surprise, c'est qu'il y a un véritable propos engagé derrière ce bouquin, autour des inégalités sociales notamment, et j'ai trouvé ça génial, j'aime beaucoup la magie, je suis vraiment très curieuse de voir où ça va aller. Deuxième excellente surprise, c'était Gods of Men. Pourquoi était-ce une surprise? Parce que même si j'avais vu beaucoup d'excellents retours sur Gods of Men, je sais que ça fait partie un petit peu de ces livres qui fonctionnent très bien avec les personnes qui adorent le young adult, mais je ne rentre pas souvent dans cette catégorie. Souvent, les livres que tout le monde, enfin en tout cas que tous les lecteuristes de young adult adorent, souvent je les trouve pas top, et ceux que les lecteuristes de young adult n'aiment pas, moi je les adore. Donc j'étais partie en me disant tout le monde aime, a priori c'est chouette, mais avec cette réserve, et au final ça a été une très bonne surprise. C'était beaucoup plus complexe, intelligent que ce à quoi je m'attendais. Non pas que la littérature young adult n'est pas complexe et intelligente, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je m'attendais à quelque chose de peut-être plus linéaire, plus simple en termes de narration, en termes de pas mal de choses, en fait pas mal de tropes assez classiques qui ressortiraient. Et si c'est un petit peu le cas, même si on retrouve des topoïs assez classiques de la littérature de fantasy young adult, il y a quand même quelque chose de plus dans les relations, dans le développement des personnages, dans la magie. C'était original, c'était une chouette lecture, j'ai beaucoup aimé, j'ai très envie de continuer. Troisième bonne surprise, c'était Une femme apparue de René Vivien. Pourquoi très bonne surprise? Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on parte sur un récit qui soit quasiment de la poésie en prose, et ça m'a agréablement surprise. J'ai renoué avec mes études de littérature, avec ce texte. J'ai adoré la poésie, la beauté des mots. C'est un livre qui est assez dur quand même, hein, parce qu'on parle d'une relation à sens unique avec une femme qui est extrêmement manipulatrice, qui joue beaucoup avec les sentiments des autres jeunes femmes qui l'entourent, qui sont toutes sous sa coupe, en son pouvoir. On parle aussi pas mal de dépression. Enfin, c'est quand même un roman qui n'est pas, qui est quand même assez dur, mais il est extrêmement beau, et j'ai adoré la narratrice, les choix que fait la narratrice, notamment d'être un peu en retrait et de parler de sa relation avec cette femme, mais aussi des autres relations que cette femme entretient avec d'autres femmes. C'est une très bonne surprise plutôt pour la forme que le fond. J'ai aussi beaucoup aimé le fond, mais je m'attendais à ça. Je m'attendais pas à ça par contre pour l'écriture. Enfin, dernière excellente surprise, et ça c'est parce que c'est une saga vers laquelle je ne me serais jamais spontanément tournée, c'est la saga Insomniaque que m'a offert Emeline. Je ne me serais jamais tournée vers ce genre de manga contemporain, et j'aurais eu grand tort. J'ai beaucoup aimé, c'est très doux, c'est très beau, c'est très tranche de vie, mais avec des belles choses véhiculées, et ça parle aussi d'une pathologie dont on parle fort peu, à savoir l'insomnie, et de ce que ça peut provoquer dans la vie des personnes qui subissent des insomnies, et aussi de ce que ça implique, à savoir que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est pas juste fais du sport la journée, tu dormiras mieux la nuit. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les illustrations, elles sont sublimes, donc très chouette découverte. Merci beaucoup Emeline. Quatrième sous-partie de cette catégorie top, c'est les déceptions, et il y en a une seule, et c'est Le secret de la femme de ménage, donc de Frida McFadden. Pourquoi c'est une déception? Bien que j'ai apprécié ma lecture, parce que je trouve qu'il est moins bon que le premier volume. Le premier volume déjà était un peu une déception parce que je m'attendais à beaucoup plus à cause des retours que j'en avais eu, même si j'avais apprécié ma lecture. Ce deuxième retour est une déception dans le sens où pour moi il est vraiment en dessous, parce que le premier fonctionne extrêmement bien autour de l'ambiance et du huis clos et de cette espèce d'aura, de folie, presque de fantastique, on se demande, et là il n'y a pas du tout ça. Et encore une fois, j'ai tout vu venir, mais à la limite c'est pas grave, si l'ambiance est très bonne, ça peut quand même m'embarquer. Ça m'a embarqué, ceci dit, hein. Mais il n'y a pas du tout cette ambiance, et j'ai trouvé ça dommage, et du coup j'ai été un peu déçue. Je m'attendais à retrouver un petit peu plus ça. Là on est vraiment sur un thriller pas horrifique. Voilà, pour moi, autant le premier c'était thriller horrifique, autant là pas du tout, c'est vraiment un thriller, pas très surprenant,
pas incroyable, qui fait le job, qui se lit très bien, qui est divertissant, mais voilà, heureusement qu'il y a le personnage de Millie, que moi personnellement j'aime beaucoup, je sais que ça fait pas du tout l'unanimité, mais moi je l'aime beaucoup, et heureusement qu'elle est là, avec sa volonté d'aider les autres femmes et de sauver les autres femmes, parce que sinon il n'y aurait pas grand chose dans ce livre pour m'embarquer. Nous allons maintenant passer au flop, et alors là, vous serez absolument pas surpris, parce que j'en ai très longuement parlé. Premier gros flop du mois de juillet, ça a été Au lit de Stephen King, ça a été vraiment... J'ai hésité avec déception, mais j'ai réalisé que j'avais pas tellement d'attentes, donc j'étais pas déçue. J'ai juste trouvé ça extrêmement mauvais. Désolée si vous avez aimé, hein, c'est pas une critique personnelle. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça mauvais. Pourquoi ? Parce que moi, les thrillers, je veux de l'ambiance. Et là, j'avais pas ça. Finalement, dès le début, on sait qui fait quoi. On sait très rapidement pourquoi ça arrive. Et puis, on a le mode opératoire très rapidement. Et donc, à chaque fois, ça devient répétitif. Donc, pour les parties plutôt dans le passé. Et toute la partie du présent, pendant au moins 50% du livre, c'est Holly qui commence à mener son enquête, qui n'avance pas beaucoup dans l'enquête parce que on s'arrête constamment sur Trump. Trump, il y en a partout et à tout va, des Trumpistes, des contre-Trump, tout ce que vous voulez. Donc beaucoup de politique contemporaine qui m'intéresse ma foi fort peu. Je ne me sens pas tellement impliquée dans la politique des USA, je vous le cache pas. Et ensuite, parce que tout le reste du contexte, c'est le contexte post-Covid. Encore Covid, mais vous voyez 2021 quoi, où avec les gestes barrières, les vaccins, les masques et compagnie, et que l'auteur clairement écrit un bouquin pour dire aux gens portez des masques, faites-vous vacciner et lavez-vous les mains et compagnie. Ce qui en soi n'est pas mal, mais une fois, bon, 2 fois, j'ai compris, 3 fois j'en ai marre, 45 fois juste je sautais les pages. Voilà, j'en pouvais plus de croiser des gens qui sont pro-Trump, qui sont pas vaccinés, qui se foutent de la gueule des gens qui portent des masques. Voilà, c'est bon. Voilà, je comprends et j'entends parfaitement que ça a du sens pour le public états-unien. Je l'entends, mais du coup c'est vraiment pas un livre qui a sa place en France et ça fonctionne pas tellement parce que tout ce qui n'est pas acquis, ou en tout cas qui n'était pas acquis en 2021 aux États-Unis, pour nous l'était déjà par la force des choses, par les décisions qui ont été prises, gouvernementales, etc. Donc voilà, ça fait pas sens. Enfin, ça faisait pas sens pour moi. Et puis, dans tous les cas, et j'entends ce que l'auteur a dit, hein, il a dit, pour moi, c'est important qu'il y ait un contexte historique posé, etc. Ok, d'accord, je comprends. Mais c'était très pénible. Et du coup, pendant 50% du bouquin, l'enquête n'avance absolument pas. J'ajouterai à ma déception le fait que j'ai tout vu venir. Toute la fin, je l'avais deviné depuis belle lurette. Je savais exactement ce qu'allait se passer. C'était pas du tout surprenant. Franchement, l'enquête était pas très intéressante, parce qu'elle était polluée par tout ça, parce qu'on perdait beaucoup de pages à parler de Covid, et les parties dans le passé étaient extrêmement répétitives. Voilà, on voit quelqu'un se faire enlever, être emprisonné, et c'était toujours la même chose. Donc vraiment, pour moi, ça a été un flop absolu. Vraiment, je me suis ennuyée, j'ai passé des pages et des pages parce que j'en pouvais plus de voir Holly tourner en rond, fumer des clopes, se désinfecter les mains et parler avec des Trumpistes. Vraiment, il y a un moment, c'était pénible. Voilà, donc vraiment, j'ai pas aimé. Pas du tout. Et enfin, deuxième gros flop, c'est Happy Place d'Emily Henry. J'en ai parlé en vlog très longuement. Je vais essayer de pas m'étaler, même si c'est très tentant. Happy Place, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'est séparée il y a 5 mois de son conjoint. Du moins, il l'a larguée au téléphone ou par SMS. Bon bref, au téléphone, je crois, en 5 minutes, il a raccroché, puis c'était fini. Et donc, elle doit partir, comme tous les ans, une semaine avec son groupe de copines et d'amis, en fait, d'amis de manière générale. Et évidemment, quelle surprise, quand elle arrive, son ex est là, parce que, je sais plus pourquoi d'ailleurs il est là, je sais plus comment ça s'est passé, et il lui fait comprendre, il lui dit qu'ils ne peuvent pas révéler qu'ils se sont séparés parce que 2 des camarades viennent d'annoncer qu'ils vont se marier et qu'ils ne veulent pas gâcher leur joie. Donc on se retrouve dans cette espèce de proximité forcée où ils dorment dans la même chambre, ils ont la même salle de bain, ils sont tout le temps l'un à côté de l'autre, et en plus de ça, ils doivent faire semblant d'être ensemble, et évidemment, comme par hasard, le mec est le mec le plus tactile du monde, donc pour être crédible, il doit passer son temps à la prendre dans ses bras, à lui... Bon bref, voilà. Pendant 75% du bouquin, on les a tous les deux qui se cherchent, qui se chamaillent, qui se cherchent, qui se chamaillent, qui ne parlent pas franchement, qui commencent plus ou moins à se tripoter et compagnie, mais qui se disent non, on peut pas parce que tu comprends, on est séparés. Bref, c'est long, c'est dérangeant. Le comportement du garçon, je sais plus comment il s'appelle, du mec au début, Vin, je crois. Bref, est vraiment
pas net, pas clair, pas respectueux, j'ai pas du tout aimé. Et à 75%, la grosse révélation de pourquoi il l'a largué comme une grosse merde. Et là, on remet en perspective tout ce qui... Enfin, déjà un petit peu avant, on commençait à remettre en perspective des choses. Hein. Nous, on voyait bien que ça n'allait pas. L'héroïne ne voit rien, on comprend pas bien pourquoi. Ça faisait quand même 7 ans qu'ils étaient ensemble, ça faisait pas 3 mois. Et il lui révèle pourquoi. Et là, ça retombe comme un gros soufflet. Parce que la solution à ce problème qu'ils ont eu, d'une part, de la part du garçon, ça a été de se barrer, de rien expliquer et de la lâcher. Elle n'a rien vu venir, alors que vous, en tant que lectrice, vous le voyez venir de très loin. Donc déjà, le couple de base était un petit peu bancal, hein, parce que si à la première difficulté, on se sépare, je vois pas bien ce qu'on faisait ensemble de base, selon en tout cas ma vision du couple. Voilà. Et une fois qu'il révèle ça, et ben en fait, la solution à tous leurs problèmes, de toute évidence, c'est de baiser, tout simplement. Voilà. Après, tout va mieux. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas possible. Cette relation ne fonctionne pas. Et pour moi, ça n'est pas crédible une seule seconde. Un couple qui est ensemble depuis 7 ans, qui habite ensemble, qui se voit au quotidien, avoir des problèmes de communication, c'est compréhensible. Dire je dois partir pour respirer parce que là ça va pas ou je sais pas quoi, je peux le comprendre. Se barrer sans laisser un mot, appeler la meuf, alors avec qui t'es depuis 7 ans, avec qui tu vis, tu dois te marier et tout, hein. Lui dire désolé, c'est fini entre nous, et elle, qui a rien vu venir, qui cherche pas plus à comprendre que ça, non, franchement non, c'était malaisant, c'était gênant, ça m'a mise en colère, ça m'a énervé, j'ai détesté l'image d'un couple parfait qui a été véhiculée parce que c'est purement physique et c'est tout. J'ai détesté l'image du couple traditionnel que ça véhicule. Un couple, ça doit être ensemble, ça doit se marier, ça doit vivre ensemble et dans l'avenir faire des bébés. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'un couple peut fonctionner de manière totalement différente. Je pense que deux personnes peuvent faire leur vie aussi chacun de leur côté et être en couple et s'aimer et que c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Je trouve que c'est très très manichéen, c'est très binaire en fait. C'est très mentalité états-unienne, c'était pas très bon. Et alors la cerise sur le gâteau, ça a été à la fin avec une des amies, Sabrina, qui fait le pire coup de ce que vous voulez à sa meilleure pote et qui voit pas le problème. Non, franchement. En fait, je pense que vraiment, ce qui marche pas avec moi dans ce type de bouquin, c'est que c'est vraiment culture états-unienne, mentalité états-unienne, autour de l'amitié, du couple, des vacances entre amis, tout ça. C'est vraiment le cliché, vous voyez, ça fait un peu cliché American Pie 10 ans après, quoi. C'est pas mon délire. Voilà. J'ai détesté. Franchement, j'ai détesté. Ça m'a mise en colère, ça m'a pas plu, ça m'a dérangé et je ne vous recommande absolument pas cette lecture. Je ne suis pas la seule à avoir détesté, mais je sais que plein de gens ont aimé, c'est à vous de voir, mais vraiment pour moi, il y a des romances bien meilleures à lire que ça, 1000 fois meilleures. Du coup, j'ai quand même traîné, évidemment, parce que je n'arrive pas à m'arrêter de parler. Je vais vous faire les sagas et on va essayer de faire ça rapidement parce que c'est les sagas dont je viens de vous parler. J'ai commencé la saga Gods of Men, j'ai commencé la saga L'Empire d'écume, j'ai commencé la saga Le Trône de Jasmin. 3 sagas commencées, les contes ne sont pas bons, clairement, va falloir avancer des sagas maintenant, et j'ai commencé la saga Insomniac qui est un manga japonais aussi, donc beaucoup de sagas commencées, mais j'ai avancé Insomniac puisque j'ai lu le 2e tome, j'ai avancé la saga Spy Family, je suis presque à jour, et j'ai avancé Frieren en début de mois. J'en ai plus que 1 de retard, mais je le garde volontairement pour me le lire cet automne avant d'enchaîner avec la lecture du 12e, 13e tome je crois. Je suis à jour dans une seule saga, malheureusement c'est le cycle des secrets de Manon Fargeton, malheureusement parce que j'aurais aimé avancer plus de sagas mais je fais comme je peux et c'est déjà pas si mal. Et par contre j'abandonne définitivement la saga La femme de ménage parce que c'est pas assez bon pour que je prenne le temps de continuer. Voilà. Par contre, j'ai terminé une saga puisque j'ai terminé Pierre d'Angle et ça, en revanche, j'en suis très fière. Donc, objectif du mois d'août, avancer des sagas concrètement. Je vais essayer de voir ce que je pourrais terminer éventuellement ou en tout cas être à jour. Ça serait aussi très bien d'être à jour dans des sagas. On verra ça lors du bilan du mois d'août. Nous allons brièvement parler des sorties pour août. Je ne vais pas vous citer les sorties que j'ai reçues, parce que j'en ai déjà reçu quelques-unes, parce que je vais faire une vidéo dédiée, donc je vais vous en reparler prochainement. Je vais en parler en vlog aussi au fur et à mesure que je les lis. Donc je vais faire un petit focus sur des livres que je n'ai pas. Donc je vais vous parler de 3 sorties principalement qui me font envie. Il y a Un monde plus que parfait d'Emmanuel Braud qui sort le 21 août.
août. C'est publié chez Mu, je ne sais plus quel est le résumé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai lu Tous les hommes d'Emmanuel Brault, que j'avais beaucoup aimé. Je pense que c'est un auteur qui est assez engagé sur les thématiques de ses bouquins. C'est publié chez Mu et en plus c'est un auteur francophone, donc j'ai très envie de découvrir Un monde plus que parfait. Je sais pas si je le ferai avant sa sortie ou pas, parce que j'ai déjà pas mal de choses à lire pour la rentrée littéraire, mais en tout cas je me le note et si je le trouve à l'occasion, pourquoi pas. J'ai noté ensuite le même jour Un si fragile enchantement d'Alison Saft. Je vais l'acheter, je vais le lire, c'est une certitude. J'ai adoré La chasseuse et l'alchimiste. Je sais que c'est un livre, donc Un si fragile enchantement, qui ne fait pas non plus l'unanimité. Écoutez, je m'en fiche, je vais le lire quoi qu'il arrive. Je pense en tout cas qu'Alison Saft est une autrice à suivre parce qu'elle écrit des choses engagées aussi et véhicule des valeurs avec lesquelles je suis d'accord. Voilà, donc moi je suis. Quand une autrice propose des choses et qu'elle a ce genre de mentalité, je fonce et je suis. Dernière sortie qui me tente bien, c'est Le sort qui nous lie de Geneviève Gornichek qui sort le 29 chez Sabran. Je pense que je me le prendrai, peut-être pas à sa sortie, mais j'avais beaucoup aimé Cœur de sorcière, donc j'ai bien envie de découvrir d'autres ouvrages de cette autrice. Je ne sais plus encore une fois quel est le résumé parce que voilà, mais je vous remets ça là dans tous les cas, vous pourrez voir. Voilà, c'est tout pour ce bilan qui fait déjà 32 minutes en termes de rush. Nous verrons ce que je coupe, ce que je garde et combien ça fera. Je vais essayer de passer en dessous de la demi-heure, même si les bilans c'est toujours un peu long parce qu'on parle de beaucoup de choses. Mais je parle beaucoup trop, je parle toujours beaucoup trop, vous le savez, j'ai du mal à me canaliser quand je parle de bouquins, je m'emballe et je vois pas le temps passer, bref. Toujours est-il que du coup, le mois de juillet a été un plutôt bon mois alors que ça partait très très mal, vraiment pas très bien du tout. Et le petit challenge de fin de mois m'a vraiment relancé, m'a aidé à pas mal avancer. J'espère réussir à suivre cette dynamique pour le mois d'août et je veux pas forcément lire 40 livres, hein, mais en tout cas lire pas mal de livres de ma palle et respecter ma palle du challenge, ça me plairait plutôt pas mal. Mais nous verrons ça le mois prochain. Sur ce, je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas à me dire si j'ai parlé de livres qui vous font envie, si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez lu en VO le prochain Alison Saft, ce que vous en avez pensé. Je crois que c'est Boucosaurus qui m'en a déjà fait un retour, il me semble. Si je dis pas de bêtises, corrige-moi si je me trompe, si tu passes par là. Soit, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!